Ce qui m'interpelle toujours, en fait, quand on parle des compétences des collectivités territoriales en matière d'immigration, c'est qu'elles n'en ont pas, bien sûr. Et en fait, et je pense que c'est intéressant peut-être aussi pour les journalistes de réfléchir à comment on présente les questions migratoires dans notre pays. C'est-à-dire qu'est-ce qui relève de la politique d'immigration et qu'est-ce qui relève de politique sociale, de politique de santé. Il y a souvent, et de plus en plus depuis 20 ans, on met des questions qui concernent les populations étrangères en France dans la politique d'immigration, alors que finalement, c'est d'autres politiques publiques. Et si je prends peut-être un exemple qui nous a beaucoup concernés et qui nous concerne toujours beaucoup en ce moment, la question de la santé. Rappelez-vous, 3 mois avant le début de la pandémie, il y a un soi-disant débat au Parlement français sur la politique d'immigration, qui est en fait plus une succession de discours du gouvernement et puis ensuite des groupes politiques. Et donc, on nous repose comme régulièrement, parce que c'est un peu une maraude depuis 30 ans, aujourd'hui, la question de la santé, enfin, de l'accès aux soins des étrangers, que ce soit ceux en situation irrégulière, parce qu'on a le dispositif d'AME en France, et des demandeurs d'asile. Et on nous pose ça comme une question de politique d'immigration, alors que c'est une question avant tout de santé publique. Et je trouve que des décisions ont été prises, qui ont été appliquées assez rapidement. Là, il y a eu quand même, les autorités sont allées vite pour une fois dans les décrets d'application. Donc, au 31 décembre, on a eu donc un délai de 3 mois pour les demandeurs d'asile pour pouvoir accéder à la protection universelle médicale. Des restrictions aussi sur je crois, le panier de soins pour l'aide médicale d'État, avec aucune preuve, aucune évidence qui est donnée de la part des autorités sur finalement est-ce que c'est le système de santé français qui attire les étrangers, le fameux appel d'air. Aucun élément concret pour l'établir, qu'on pourrait comprendre du point de vue politique, et ils sont légitimes s'ils le souhaitent à vouloir réduire l'immigration. Et en fait, 3 mois après, on a bien vu, et c'est apparu encore de manière plus flagrante, que c'était avant tout une question de santé publique et surtout, on a vu avec la pandémie, c'est-à-dire que la santé de tous dans la société est importante pour nous tous, et donc y compris des étrangers, y compris des étrangers en situation irrégulière. Et donc là, on a remis un peu ces questions-là sur des questions de santé publique. Et donc, c'est juste un exemple pour dire on a tendance de plus en plus à traiter les questions qui concernent les populations étrangères en France comme une question d'immigration ou de politique d'immigration ou d'asile, alors que c'est relève de la politique de la santé, la politique du logement, qui est une question pour nous tous et qui concerne et qui va impacter les plus éloignés, les plus précaires et dont sont souvent les populations exilées. Et c'est aussi comment nous-mêmes on présente ces questions-là, où je pense qu'il faut qu'on se remette collectivement un peu en question. Alors c'est vrai que moi, j'aime mon terrain de recherche est plus focalisé sur le rôle des communes, parce que ces dernières années, elles ont pris une place assez considérable dans cette action-là. Mais du coup, je me propose de revenir du coup dans un premier temps pour répondre à votre première question sur la compétence particulière de l'accueil des personnes étrangères qui reste en premier lieu subordonnée à l'État. Et puis ensuite appréhender les points de rencontre entre les collectivités territoriales et la question migratoire, ce qui relève du coup des compétences locales et qui sont amenées à toucher de l'accueil et de la prise en charge des personnes étrangères. Et enfin, un propos un peu conclusif sur le flou institutionnel en pratique des différentes échelles qui sont amenées à se regrouper. Alors, par souci de commodité, j'utiliserai le terme étranger tout en précisant parfois les éléments catégoriels en fonction des dispositifs. Alors, à première vue, et dans la répartition des compétences légales, au niveau des collectivités territoriales, il n'y a pas de compétences en droit accueil des étrangers, entre guillemets, proprement dites, sinon à travers le droit commun et les services sociaux. J'y reviendrai par la suite. C'est en effet du coup à l'État que revient cette compétence. C'est lié en réalité à une gestion particulière qui est en fait, si la personne étrangère est assimilée aux nationaux d'autres États n'ayant pas la nationalité française, c'est qu'elle est aussi et surtout ramenée à une échelle globale plutôt liée à la mobilité humaine. Et à cette échelle, les enjeux politiques sont ceux de la gestion migratoire,
focalisé plutôt du coup sur l'intérêt des États et de leur souveraineté. En France, du coup, le droit des étrangers il est particulièrement empreint de cette dimension gestionnaire des migrations, c'est-à-dire que le parcours migratoire des personnes est dessiné par les législations posées à l'échelle des États. C'est l'État qui va définir de manière spécifique les règles et les conditions d'accès et de droit au séjour, qu'ils soient provisoires ou durables, de la demande d'asile au regroupement familial, la politique des visas. Voilà, ce droit est associé aussi à ce qu'on voit beaucoup dans le discours et dans la doctrine, aux fonctions régaliennes de l'État. Mais la majorité des personnes exilées, elle est d'abord accueillie dans les territoires urbains et elle préoccupe aussi les acteurs locaux. Alors, du coup, ces échelles globales, locales, ne s'ignorent pas vraiment. Elles évoluent non sans porosité les unes envers les autres et entretiennent parfois des rapports complexes. Alors, cette répartition des compétences, si elle existe et qu'elle est théoriquement établie par le législateur au niveau national, elle subit en réalité dans le cadre de la décentralisation des aménagements nécessaires dans l'exercice de chacune de ces responsabilités. Et d'ailleurs, certaines collectivités territoriales, vous avez pu voir, s'affirment de plus en plus dans un rôle qu'elles jouent de fait face à la défaillance de l'État en cherchant à protéger les droits fondamentaux des personnes exilées qui sont présentes sur leur territoire. Alors, pour nuancer mon panorama général que je pourrais vous présenter, il faut dire que la question migratoire, elle conduit quand même à adopter une nouvelle lecture des compétences parce que à chacune des échelles d'intervention, il y a du bricolage, il y a quelquefois des flous institutionnels. Et bien que l'État maintienne un lien de subordination dans l'examen des régularisations et de son pouvoir de rendre révocable une autorisation de séjour. Donc c'est là la principale de ses compétences dans la régularisation du droit au séjour. Mais les collectivités territoriales, elles sont quand même amenées à se saisir de la situation des étrangers sur les territoires à travers leurs compétences et parfois au-delà. Et le plus souvent, ce sont des personnes en situation de fragilité. Fragilité parce que ces dernières font l'objet d'un processus de précarisation accru, lié notamment aux dernières réformes qui sont focalisées sur les politiques migratoires et qui laissent des personnes en situation administrative précaire. Alors, il faut savoir du coup qu'il faut prendre en considération ces logiques catégorielles à l'œuvre qui sont pour les personnes étrangères, qu'elles dépendent de l'Union européenne ou qu'elles soient hors Union européenne, de la procédure d'examen dans la procédure d'asile aux catégories juridiques, réfugiés, protection subsidiaire, qui vont à chaque fois dépendre d'autres droits. Et les personnes en demande d'asile disposent d'un parcours spécifique aux droits durant leur procédure d'asile. Et ça, par exemple, ça relève d'une compétence particulière de l'État, du guichet où elles vont être accueillies, au centre d'hébergement, vers l'entrée dans le droit commun où elles seront reconnues réfugiées. Alors, pour revenir aux compétences locales et de voir cette rencontre, comment la question migratoire vient rencontrer les compétences locales, on peut dire déjà que la question migratoire, elle est avant tout une question sociale et c'est parmi les compétences qui sont le plus sollicitées au niveau local, c'est les compétences qui sont relatives au domaine social, même si l'État conserve des compétences résiduelles. Donc, par exemple, pour le département, qui est considéré comme le chef de file de l'action sociale, malgré le fait qu'il subit quand même des recompositions territoriales et notamment liées au morcellement un peu de l'action sociale avec des concurrences avoisinantes entre les communes, les intercommunalités qui sont aussi proactives dans le domaine. Et c'est particulièrement le cas avec le phénomène de métropolisation et notamment, alors moi j'ai étudié le cas du Grand Lyon qui est une expérience assez aboutie en l'état. Mais donc le département, avec les précisions aussi des dernières réformes, maintient une compétence sociale, que ce soit pour mettre en œuvre des aides relatives à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et aussi à l'autonomie des personnes. Alors l'autonomie des personnes, surtout quand elles sont du coup en situation régulière, on y
reviendra aussi par rapport aux logiques catégorielles qui sont à l'œuvre. Il est compétent aussi pour faciliter l'accès aux droits et aux services des personnes publiques dont il a la charge. Alors, parmi ces actions, alors, il y a tout le volet des prestations légales d'aide sociale. Alors, on aura l'occasion beaucoup de revenir sur l'aide sociale à l'enfance pour les mineurs non accompagnés, qui est une des obligations phares du département, qui fait l'objet d'une mise en œuvre assez problématique d'un département à l'autre. On pourra y revenir aussi. Il y a tout ce qui est aide sociale aux familles, qui permet de pourvoir les personnes qui sont dans le besoin, notamment dans les dépenses de logement ou dans des dépenses d'alimentation et d'hygiène. Il y a ce qui relève de la lutte contre les exclusions, avec l'allocation notamment du revenu de solidarité active, alors avec des conditions bien spécifiques aussi qui relèvent du titre de séjour. La compétence départementale s'étend également à tout ce qui est protection maternelle et infantile, pour ce qui est de la santé de l'enfant et de la femme enceinte, pour des personnes qui sont là aussi en situation de grande précarité. Et cette compétence-là est assez importante parce qu'elle fait aussi le lien avec d'autres acteurs sociaux et notamment l'aide sociale à l'enfance. Et puis, il y a tout ce qui est développement des centres de santé, alors qui a été recentralisé beaucoup ces dernières années et qui se fait au moyen d'une convention avec l'État, tout ce qui est centre de vaccination, dépistage de cancer, voilà. Après, il y a tout ce qui est du département qui a un rôle d'impulsion et de rationalisation en ce qui relève du développement des actions sociales. Alors, il faut savoir que les collectivités territoriales ont la possibilité de prendre des initiatives en s'appuyant notamment sur les atouts de la proximité. Et ça n'a pas de caractère obligatoire, malgré le fait qu'il y ait quand même de principes généraux du droit qui viennent encadrer ces actions. Et là, le département assure un maillage des solidarités locales avec les différents pôles sociaux du territoire et notamment les centres communaux d'action sociale qui sont très mobilisés sur l'aide sociale facultative à l'égard des personnes fragilisées. Mais cela encore, ça dépend des actions sociales. Ces actions sociales, dépendent des volontés politiques. Et puis après, au-delà de ces actions sociales, il y a toutes les actions de droit commun qui participent de près ou de loin à l'accueil des personnes étrangères au même titre que les autres usagers. Ça peut être tout ce qui relève des collèges, de travail sur la carte scolaire pour les enjeux de mixité sociale, les aides pour la restauration scolaire aussi qui sont adaptées pour par exemple au niveau des tarifs d'urgence pour les personnes en situation de précarité. Ce qui est aussi relève du soutien et de l'accès à la culture avec des dispositifs de gratuité. On peut relever aussi les travaux relatifs à la coopération décentralisée qui sont là aussi pour promouvoir la diversité culturelle. Et enfin, l'accès aux bibliothèques départementales, là aussi où il peut y avoir des aménagements. Alors, quant à la région, c'est là où dans les entretiens et dans les enquêtes, dans mon enquête, il y a le moins d'interaction finalement. Alors bon, la région Auvergne-Rhône-Alpes est aussi peut-être significative par rapport à des volontés politiques ou l'absence de volonté politique, mais elle n'a pas de compétences évidentes qui rendent compte de la question migratoire, malgré le fait quand même qu'elle a un rôle stratégique de programmation en termes d'équipement, parce que c'est elle notamment qui détient le Fonds social européen. Donc c'est elle qui va réinjecter des fonds sur des programmes d'action. Globalement, elle participe au concours financier, notamment pour le service de l'emploi, mais là encore, c'est des dispositifs qui sont destinés à des personnes qui sont en situation régulière, donc qui sont après l'accueil. Mais ça peut intéresser des jeunes, notamment j'avais vu des étudiants qui reprenaient des études avec des dispositifs d'apprentissage, notamment avec des concours financiers de la région pour les missions locales.
Ça peut être des compétences qui sont mobilisées de la région. Elle contribue aussi à la formation des travailleurs sociaux, et ça, c'est pas rien, puisque c'est elle qui va élaborer le schéma des formations sociales. Et les travailleurs sociaux, c'est ceux qui sont aujourd'hui mobilisés sur beaucoup d'actions sociales à destination de ces publics. De manière globale, elle a un rôle dans la définition et dans la mise en œuvre des formations professionnelles, mais là encore, c'est pour des adultes qui sont en situation régulière. Donc, une fois le statut des réfugiés, par exemple, dans le parcours d'emploi et de recherche d'emploi. Il y a un soutien particulier dans l'accompagnement des démarches d'intégration des primo-arrivants. Et là, c'est souvent aussi des concours financiers. Elle va être en soutien des appels à projets qui sont tout le temps gérés par l'État via les préfectures régionales. Ce que j'avais relevé par ailleurs de la région, c'était le rôle du CESER, qui est le fameux Conseil économique, social et environnemental, qui s'est saisi de certaines de ces questions, mais sous forme de préconisations, pour davantage soutenir l'accueil et tenter de changer de perspective avec des outils pédagogiques. Voilà, globalement, c'est ce qui relève de la région. Et puis, pour finir, je vais faire rapidement pour expliquer un peu ce flou institutionnel en pratique. Si voilà, il y a une répartition des compétences qui est définie, avec les prises de la réalité, ces échelles-là, elles sont amenées à être repensées, et notamment avec les nouveaux modes de gouvernance, avec des nouveaux espaces de concertation entre les différents acteurs locaux, et notamment dans une logique de décloisonner en fait ces différentes compétences. Et c'est d'autant plus vrai que l'action sociale est particulièrement morcelée, et notamment autour de l'hébergement, qui est une question des plus problématiques et où il y a un vrai point de crispation au niveau des acteurs locaux, qui est en fait une compétence normalement attribuée à l'État, mais qui, avec la saturation des dispositifs, que ce soit des dispositifs spécifiques au niveau de l'accueil des demandeurs d'asile, ou que ce soit des dispositifs de droit commun, face à cette saturation-là, on a des collectivités qui sont amenées à intervenir. Elles peuvent intervenir parfois au titre de l'urgence humanitaire. On se rappelle tous du campement de Calais, de Grande-Synthe, où le maire intervient en mettant en place un campement. Voilà, il y a des actions qui sont faites face à la carence des autorités publiques aussi, pour tenter de sauvegarder l'hygiène, la sécurité, l'alimentation des personnes exilées, et ça au nom de la dignité humaine. Parfois, l'État est aussi, à l'inverse, venu se substituer à l'inaction de certains maires de certains départements dans la protection des personnes vulnérables. Et puis, de manière générale, dans le panorama global, on voit qu'il y a de plus en plus de nouvelles formes partenariales qui s'institutionnalisent, des politiques sociales qui ont tendance à se territorialiser, qui mettent en lien différents acteurs, que ce soit des acteurs publics, mais aussi des acteurs privés, avec des associations notamment, dans l'objectif notamment de fluidifier davantage ces actions et d'être plus aux prises avec la réalité, que d'être davantage dans des prises en charge standardisées et catégorielles. Et notamment dans les dernières recherches, dans les dernières observations que j'ai pu faire, c'est valable avec tout ce qui relève des plans de stratégie nationale, oui, notamment de lutte contre la pauvreté, où les collectivités se saisissent de ces plans-là pour avoir des moyens financiers et développer de façon collective avec les autres acteurs territoriaux de nouveaux dispositifs pour l'accueil des personnes exilées. Et tout cela, finalement, participe à un mouvement un peu interactif entre les différentes échelles. Il faut savoir qu'à la base, on était constitué plutôt de villes, et au fur et à mesure, les départements et les régions nous ont rejoints, et leur action est
et prouve qu'il y a de vrais acteurs au niveau de l'accueil inconditionnel, donc l'accueil de toute personne. Donc c'est un petit peu notre angle d'attaque, d'avoir des dispositifs qui soient ouverts autant à des personnes qui peuvent être français, sous statut de réfugiés, ou de personnes sans papier. Les départements, on va essayer de ne pas être non plus trop exhaustif. On a pris des exemples particuliers. Au niveau des départements, l'action sociale, donc comme disait Lison, c'est quand même leur cœur de métier. Donc on va avoir des départements, par exemple, qui vont offrir des aides ponctuelles ou des aides régulières, et ils pourront, selon l'ambition politique, rendre complètement inconditionnelles ces aides, comme on peut trouver dans des départements comme la Seine-Saint-Denis. Il y a la protection de l'enfance. Le département va avoir des dispositifs comme l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, et donc ça touchera toute personne mineure, dont les mineurs non accompagnés. Donc là, en l'occurrence, quand on parlait de compétences de l'État, c'est là où il y a eu un partage de compétences. La problématique qu'il y a eu beaucoup au niveau des départements, c'est qu'il n'y a pas tout le temps eu les moyens qui ont suivi le partage de compétences. Et donc là, on a parfois des prises de position, notamment la Seine-Saint-Denis, qui avait son président Stéphane Troussel, qui avait pu interpeller l'État concernant le manque de moyens et aussi le poids de la répartition, parce qu'ils sont en charge donc, d'évaluer et d'accompagner les mineurs, et en fonction des départements, il y a des départements qui sont plus pauvres que d'autres. Donc là, ça peut être à un moment où il peut y avoir des affrontements entre l'État et les départements. Un autre exemple qui nous paraissait important de partager, c'est le département toujours de la Seine-Saint-Denis, qui a été notre premier adhérent au niveau des départements, qui ont un centre de ressources. Donc au niveau de la culture, ils travaillent beaucoup la culture, et dans la même lignée un petit peu le récit qu'ils veulent faire autour des migrations. Et donc ils ont un centre de ressources qui s'appelle Via le Monde, qui permet aussi de sensibiliser les acteurs du territoire. Donc voilà, il va y avoir des actions vis-à-vis des collèges, des formations auprès des jeunes, et par exemple, on va pouvoir se rejoindre sur un projet qui s'appelle Odyssée, pour faire des temps d'échange avec les acteurs du territoire, notamment les collèges, et aussi, avec l'idée de montrer que les personnes migrantes sont avant tout des propres acteurs, autant dans les pays de départ que d'accueil. Au niveau des régions, on a aussi pas mal d'exemples au niveau de la région Centre-Val de Loire, qui est pareil, un des premiers adhérents au niveau des régions de l'Invita, avec une politique assez ambitieuse. Ils ont par exemple fait un plan égalité depuis 2017 jusqu'à 2021, qui vont cibler les publics précaires, et donc le faire totalement inconditionnel, c'est-à-dire peu importe le statut des personnes. Il va y avoir par exemple leurs compétences au niveau des transports. Ils vont permettre la gratuité des transports scolaires pour tous les jeunes, dont les mineurs non accompagnés par exemple. Il va y avoir des compétences au niveau de la culture et du sport. Ils vont garantir un accès à la culture pour toutes et tous, par exemple. Ils ont pu nous citer, ils vont pouvoir donner, par exemple, acheter des places pour des festivals et les offrir à des associations locales qui travaillent avec des publics précaires, notamment des publics migrants, et pour permettre l'accès à ce festival à des personnes sur la région. Je pense que le cœur de métier, comme disait Lison, c'est quand même beaucoup le soutien, d'être un peu une interface de soutien financier pour les associations. Donc, par exemple, en temps de Covid, ils ont pu mettre en place, toujours le Centre Val de Loire a mis en place des appels à projets pour des micro-initiatives solidaires qui pouvaient financer jusqu'à 3 000 €. Ils ont facilité les choses vu l'urgence. Toute association pouvait juste remplir un formulaire sur un besoin et avait un nombre de financement à hauteur de 3 000 €. C'est une initiative qu'ils ont pu augmenter à 7 500 € pour le deuxième confinement, pour notamment les initiatives qui ont perduré dans le temps. Donc un exemple concret, ça a pu être d'aider une association qui faisait de la restauration pour les publics précaires, donc encore une fois sans statut particulier désigné, pour financer des endroits pour pouvoir mettre en place les mesures barrières, donc des lavabos, etc. Notre région qui est adhérente, c'est la région Occitanie aussi, qui régulièrement fait des appels à projets à destination des acteurs solidaires des territoires. Donc le principe de financer, d'être un acteur de financement pour ces initiatives locales. Et puis un axe fort des régions aussi, c'est la coopération internationale.
Oui, donc ils ont souvent des coopérations décentralisées et là, encore une fois, les exemples qu'on a pu capitaliser sur Centre Val de Loire, ça va être autant des appels à projets qui vont être annuels pour les acteurs du territoire, mais aussi des dispositifs permanents pour financer des projets dans les pays dits, entre guillemets, du Sud. Donc voilà, voilà ce que j'ai pu vous partager comme information. De manière générale, la région elle va impulser et va pouvoir peut-être aussi être un point relais entre les financements européens, les financements des collectivités plutôt locales et puis surtout un gros soutien aux associations. Alors, en effet, nous, on a travaillé à répertorier donc, dans un guide les compétences des villes, des métropoles, des départements et des régions, et donc ce en matière d'accueil inconditionnel. Donc, je ne vais pas répéter toutes les compétences qui ont déjà été citées par Lison et Léa. Je pense que voilà, vous avez déjà un très beau panorama. Mais voilà, donc ce guide, il n'est pas forcément exhaustif, mais il entend être un outil d'interconnaissance à destination, donc, d'une part des collectivités, mais aussi des organisations de la société civile et du grand public en général, pour comprendre les compétences de chaque échelon territorial, donc en matière d'accueil inconditionnel. Et donc par cet outil, on espère montrer les possibilités d'action locales concernant l'accueil inconditionnel, voilà, qui sont à la disposition des collectivités. Donc voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. Et donc, vous avez constitué ce guide sur la base, si j'ai bien compris, de consultations auprès des membres, de l'ensemble des membres de l'association. Voilà, c'est ça. Alors, on a également utilisé un peu la capitalisation de pratiques que nous, on a à notre niveau, et en effet, on a consulté donc à chaque échelon territorial des membres de l'association, donc tant pour la ville, les métropoles, les départements et les régions. Ah, pardon. Très bien, merci. Donc, on aura hâte d'avoir le guide, là, je crois qu'il est juste en train d'être terminé et qu'on diffusera aussi suite à cette rencontre. J'ajoutais simplement qu'il y a aussi, vous parliez de bonnes pratiques sur lesquelles vous étiez basé, enfin d'un répertoire de pratiques. Il y avait quelques petites publications aussi déjà sur les pratiques des collectivités locales qui ont été publiées notamment par des organisations comme OCU. J'avais eu entre les mains plusieurs de ces petites publications, donc on essaiera d'en faire un peu un condensé. Merci beaucoup à l'ANVITA pour cette présentation. Merci aussi à Lison. Alors, nous allons maintenant passer à un petit temps d'échange de la part des participants qui sont présents. Bonjour, donc du coup, je suis Laurent Delbos, donc moi je travaille pour Forum Réfugiés. Je voulais juste partager quelques éléments merci pour ces présentations très intéressantes. Je voulais juste partager quelques éléments de retour d'expérience aussi en tant qu'association qui gère des dispositifs et qui travaille avec ces collectivités aussi pour mettre un peu en perspective ce qui a été dit, sur un aspect du rôle des collectivités locales et notamment des communes qui est assez important quand même, qui n'est pas formellement dans le rôle des communes, mais sur le terrain, on remarque que c'est quelque chose d'important. C'est quand même le rôle à la fois de mise à disposition de locaux pour des compétences qui relèvent de l'État, mais quand il s'agit d'ouvrir des places d'accueil pour demandeurs d'asile, des CPH pour les réfugiés, des dispositifs, quelle que soit la nature du dispositif, ce dispositif il va être implanté sur une commune, et donc on a besoin déjà de locaux. Donc pour ça, souvent, on a besoin de l'aide des communes pour mettre à disposition parfois des locaux qui sont des locaux qui appartiennent à la commune ou à d'autres collectivités locales, mais souvent c'est quand même de l'ordre de la commune ou de la communauté de communes ou autre, mais souvent à l'échelle municipale. Et on a besoin aussi, même si ce n'est pas une condition formelle pour ouvrir un dispositif, on a aussi besoin en quelque sorte du soutien de cette commune, c'est-à-dire on sait bien que si on s'implante dans une commune dans laquelle il y a une hostilité de base de l'exécutif municipal à ce qu'on s'implante dessus, formellement ça n'empêchera pas à ce qu'on s'implante dessus, mais ça va quand même partir sur de mauvaises bases. Donc on essaye quand même de s'implanter dans des endroits où il y a une volonté aussi municipale d'accueillir ces dispositifs, et quand il n'y a pas forcément cette volonté ou qu'il y a des réticences, il faut accompagner ça, mais il faut en tout cas qu'il y ait des maires et des conseils municipaux qui soient ouverts au dialogue sur ces aspects-là. Et donc voilà, ça c'est quand même un point très, très important, mine de rien, en pratique du rôle des municipalités sur l'accueil
des personnes migrantes. Sur les aspects, rapidement sur la question de la région, sur la région, c'est vrai que la compétence principale en réalité qui concerne le public étranger, ça va être sur les aspects emploi-formation qui vont du coup impacter tout un tas de publics, mais notamment le public réfugié, enfin tout le public en fait d'étrangers en situation régulière, en installation durable en France, qui doit du coup trouver un travail, être formé, etc. Et sur ce sujet-là, c'est vrai qu'on constate des divergences très importantes entre certaines régions qui vont pas du tout se soucier de cette question-là, ils vont pas du tout mettre en place de politique spécifique, et d'autres qui vont au contraire se pencher un peu spécifiquement sur ce sujet-là. Et je voulais signaler à ce sujet un document plutôt intéressant qu'avait produit Yves Pasco sur la question du rôle des régions dans l'intégration, un peu dans la perspective des élections régionales, justement, avec la question qui est posée dans le document. Je le mettrai en lien juste après. C'est et si la région devenait un acteur central de l'intégration des réfugiés. C'est un point de vue qu'a publié Yves Pasco avec un argumentaire, et c'est plutôt ça met plutôt bien en avant l'ensemble du rôle en fait que peut jouer la région en réalité en matière d'intégration des réfugiés. Et quand on lit ça et qu'on déroule un peu tout ça, on voit que c'est très important finalement la marge de manœuvre que peut avoir la région sur cet aspect d'intégration évidemment sur le volet emploi-formation, mais qui est quand même un volet très important de l'intégration. Et dernière chose que je voulais signaler, juste un petit retour d'expérience, c'est vrai que sur le papier, on peut dire le rôle des régions, il est assez minime. Nous, on se rend compte en étant implanté dans plusieurs régions que c'est quand même, du coup, c'est quand même variable du tout au tout entre l'Auvergne-Rhône-Alpes qui a été cité tout à l'heure, donc où je pense que c'est probablement un des contextes les pires pour travailler sur ces questions d'accueil des populations étrangères, puisque l'exécutif de Laurent Wauquiez ne veut pas du tout entendre parler de ces questions-là. Et donc, ils ont complètement stoppé tous les débuts d'aide qui existaient avant pour les associations dans ces domaines-là, au point que les aides qui sont restantes dans ce territoire, elles sont versées par la région à des fondations qui ensuite vont verser aux associations, pour pas que ça apparaisse dans les bilans des régions qu'il y a des versements de la région aux associations d'aide aux étrangers, pour pas que la région pour pas que Wauquiez se fasse attaquer ensuite par le Rassemblement national parce qu'il aiderait trop les associations d'aide aux étrangers. Enfin, on est dans une logique assez folle où ça se fait pas, et quand ça se fait, mais de façon cachée. Et juste, ça, c'est un peu la mauvaise pratique. Et par contre, on est aussi dans une autre région, beaucoup implantée aussi en région Occitanie, et pour le coup, il y a en Occitanie une démarche très différente et très volontaire à l'égard des populations étrangères et des réfugiés. Et donc, du coup, là, on dispose d'une aide très importante de cet échelon régional dans les dispositifs qu'on a en place dans cette région pour accompagner et intégrer les bénéficiaires d'une protection internationale. Voilà, je vous remercie. Marie-Josée, donc présidente de Desinfox Migration, je voulais simplement dire que je souscrivais tout à fait aux propos de Mathieu sur le fait que les collectivités territoriales n'ont pas de compétences particulières sur l'immigration, mais bien sûr, comme l'a dit Léa, elles peuvent se saisir, puisqu'elles ont la liberté de se saisir d'autres compétences que leurs compétences vraiment particulières. Elles ont la possibilité d'aller sur ces terrains-là, de l'immigration, de l'hébergement, etc. Par contre, sur le fait que effectivement ces personnes immigrées et étrangères relèvent de toutes les politiques publiques, comme l'accès, la santé, le logement, l'emploi, etc., c'est tout à fait vrai. Mais c'est aussi à ce motif-là que, en principe, ces politiques publiques nationales ou locales d'ailleurs, quand elles sont parfois locales, pour la santé par exemple, elles peuvent avoir des dimensions locales, mais elles ne sont pas, disons que ces politiques publiques nationales dites de droit commun, elles ne ciblent pas des publics en particulier, justement, et on s'aperçoit bien qu'il y a des effets de discrimination ou des effets d'éloignement de ces politiques publiques par les populations précaires en général, et plus particulièrement par les populations immigrées et étrangères, qui font que même si elles ont des droits à bénéficier de ces politiques publiques généralistes, en réalité, elles en bénéficient beaucoup moins que les autres habitants de la France ou citoyens. Voilà, c'est juste cela que je voulais dire. Merci.
et merci à tous les intervenants.